Ce qui est peut-être plus pertinent par rapport à la rencontre d'aujourd'hui, j'enseigne la captation immersive, donc l'utilisation d'appareils de captation 360 degrés. Même chose aussi au niveau de la prise de son ambisonique, donc un son qui est destiné à une utilisation pour la VR. Sinon, ça, je travaille comme artiste vidéaste, documentariste, cinéaste expérimental sur plusieurs projets, généralement aussi avec d'autres artistes de d'autres disciplines. C'est justement ce que je voulais vous montrer un peu ce matin, quelques extraits euh, de captation que j'ai fait pour un court-métrage. Ce pas nécessairement des images qui se sont retrouvées dans le court-métrage final, mais ça faisait partie du processus créatif. Donc, un court-métrage qui s'appelle À force d'usure, Instrumentarium altéré, qui est travaillé avec le trio de percussion Bascaille qui sont basés à Rimouski. Donc, Bascaille vont fabriquer des instruments de musique en tout genre, assez loufoques d'un projet à l'autre. Dans le projet qui nous concerne actuellement, c'est l'instrumentarium altéré, des instruments de musique qui vont s'auto-détruire par différents procédés chimiques et physiques. Donc, ce que je vais vous montrer, c'était, disons, une performance œuvre d'art qui était en fait des xylophones fabriqués à la main avec différentes essences de bois attachées derrière des vélos. Donc, ce genre de projet-là assez particulier, j'avais besoin d'une captation donc différente. C'est pourquoi les caméras 360 ont été utiles sur le projet, c'est d'aller chercher des points de vue plus privilégiés, parfois un peu inusités aussi sur certains événements artistiques. Donc, je vais vous montrer un petit extrait de cette performance de Bascaille, donc captée avec une caméra 360 de petit format, une petite caméra compacte comme celle-ci qui était suspendu à l'arrière d'un vélo. Et qui par la suite a été, en fait, c'est ça l'utilité avec le film, c'est que euh, on peut recadrer des images 360. Donc, dans ce cas-ci, c'était ça la visée. L'idée, c'était pas d'utiliser l'image sphérique, mais plutôt de recadrer à travers cette image-là. Donc, je vais vous partager mon écran et vous montrer ça. Il devrait y avoir le son. Le son, c'est sûr que ça peut. N'hésitez pas à baisser le volume si vous trouvez ça dérangeant. C'est du bois qui claque sur de l'asphalte, donc c'est normal que ça peut être dérangeant. Partager l'audio. Parfait. Ouais, excusez, je pense que ça l'a lagué un petit peu. Ça laguait de mon côté aussi. Désolé pour les petits pépins techniques s'il y en a. Je vais vous montrer encore juste un petit extrait de ça. Je pense que je vais passer à la vidéo suivante qui était en fait le recadrage de celle-ci. Donc là, il n'y a plus de son. Donc ça, c'est le genre de prise de vue que je recherchais pour le court-métrage. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, donc avec ça, c'est que dans le processus, il y avait aussi l'idée de détérioration des images numériques. Et une des méthodes que j'utilisais, c'était le refilmage sur pellicule et le développement à la main. Donc cette même image-là, il y a plusieurs cadres différents à cette image-là. Il y en a un ici, par exemple. Je les ai refilmés donc, sur pellicule noir et blanc que j'ai développé par la suite. Je vais vous montrer un petit extrait de ça, juste à l'instant. Donc évidemment, c'est muet ici. Donc voilà, je vais arrêter le partage. Donc des images qui, évidemment, j'aurais pas pu avoir avec une caméra 16 mm Bolex attachée derrière un vélo. Ça aurait été assez complexe comme setup. Donc, dans ce cas-ci, la caméra de captation 360 me permettait d'aller chercher ce point de vue-là privilégié qui est destiné ensuite à être transféré de fonctionnalité. Sinon, ben, je voulais vous montrer aussi un autre petit extrait sympathique avec les étudiants musiciens du Cégep de la Gaspésie, des îles à Gaspé, avec qui j'avais fait une petite captation 360, incluant un son ambisonique. Donc, évidemment, dans le contexte, on fait une captation 360 avec des musiciens généralement
on va les placer tout autour de la caméra pour disons, faire profiter le dispositif. Et avec la caméra, il est installé un petit micro de réalité virtuelle, donc conçu pour ça, le Zoom H3 VR, un micro qui a quand même une belle capacité d'enregistrement. Ce qui est intéressant quand on l'utilise bien avec la caméra, c'est justement de pouvoir synchroniser la direction du son avec la direction de l'image. Donc, quand on le regarde dans un casque, on voit le son qui bouge avec nous. Donc, je vais vous montrer ça en espérant que cette fois-ci, on n'aura pas de lag. J'ai l'impression que mes vidéos sont peut-être de trop haute résolution, encore une fois, pour mon ordinateur. J'essaye ça à l'instant. Normalement, ça devrait fonctionner. Ah, non, c'est pas celle-là que je voulais. OK, ça, c'est une autre affaire qui me suis trompé. Je l'ai ici. OK. Oh boy, OK, VLC, il y a de la difficulté. Bon, je voulais vous montrer le son qui suit, finalement. C'est sûr que si le son, on ne l'entend pas. Bon, OK, si ça, ça ne marche pas. À la fin, OK, je sais ce que je vais faire. Dernier essai. Je pense qu'avec QuickTime, vu que la vidéo, de toute façon, elle n'est plus sphérique. Donc, je me suis enregistré en train de me promener dans la vidéo, pour ceux qui n'auraient pas compris. Donc, je vais partager la bonne fenêtre. En tout cas, si la dégradation de l'image fait partie du processus, là, on le voit là, dans le VLC. Dans ce cas-ci, c'était pas le but du projet. Donc là, si vous écoutez attentivement, vous allez voir, c'est sûr que c'est pas comme dans un casque, mais le son de ce qu'on voit, on voit ce qu'on est devant, on entend ce qui est devant nous. Amanté dans un puits vide, restant d'images qui flottent là-bas. Bon, je vais m'arrêter là puisque je vois que le temps file. Donc, c'est ça, je trouve ça intéressant aussi de pouvoir amener ces technologies-là dans différentes sphères de ma vie professionnelle. Donc, pourquoi pas justement capter les activités étudiantes au cégep. Je trouvais que c'était un beau sujet de captation. Donc, voilà. Super, ben merci beaucoup Antoine. Ben, il y a des choses super intéressantes, je pense qu'on va y revenir, là, la captation sonique, l'utilisation de la pellicule par rapport à la super haute technologie dont on parle plus aujourd'hui. Super, ben on va y revenir et on pourrait continuer avec Estelle. Oui, allô, bon matin tout le monde. Ben, moi, c'est Estelle Marcoux. Je suis basée à Kaplan dans la baie des Chaleurs. Je suis réalisatrice. J'ai fait un parcours en cinéma puis en photo à Montréal, mais depuis 2009, je suis en Gaspésie puis je suis surtout en vidéo. Et depuis 2014 à peu près, je suis avec la Fabrique culturelle, ben, Télé-Québec en fait, Gaspésie-les-Îles, principalement la Fabrique culturelle. Puis moi, je vais surtout vous parler de deux vidéos, les deux vidéos que j'ai faites en 360 qui étaient pour la Fabrique culturelle. Qui était en fait un partenariat avec la SODEC puis l'ANEL, l'Association nationale des éditeurs de livres. C'était une commande assez précise qui m'ont assigné de faire une vidéo de 360 pour faire découvrir des jeunes poètes québécois. Donc, l'idée, c'était d'avoir des extraits de poésie et de développer un environnement audiovisuel pour nous transporter sur les mots. Ces vidéos-là ont été présentées dans des salons du livre avec des casques d'écoute, donc ça n'a pas été diffusé sur Internet. Puis c'est ça, c'est drôle, Antoine, parce que le premier que j'ai fait, on a eu Pascal qui a participé dans la vidéo. On n'avait pas de musique pour cette vidéo-là. Il y avait trois auteurs, autrices, puis il y avait Chloé Sainte-Marie qui était la narratrice. Puis Bascaille, on les a filmés, puis on les a enregistrés aussi par plein de petits sons pour jouer avec ça là, dans l'espace, mettre des sons un peu partout.
dans l'espace 360. Puis la deuxième vidéo, on l'a tournée aux Îles-de-la-Madeleine. Et je l'aime vraiment beaucoup. Je vais vous montrer des extraits. Je vais vous montrer le début puis la fin, qu'on est limité dans le temps un petit peu. Puis après, je pourrais vous parler un petit peu de comment on a fait ça. Alors, non, pas ça. Ah, je vais chercher ça. OK. Alors, on va commencer avec le début. Je décris de ma piscine intérieure qui coule. Je hurle sur mute dans le sable mouvant des HLM, en lançant du sel derrière mon épaule et en tournant en rond, à chercher une perpétuelle dernière fois. Parce que c'est connu, on ne sait pas réfléchir quand le feu est pris dans le tapis. Tout autour de moi se ferme et s'ouvre. Je veux désapprendre l'odeur de tes cheveux et avec la même force, je dis encore. Je veux être sur le matelas en arrière du char à réveillonner dans tes mains, qu'on soit des enfants, qu'on mange des chocolats et des tomates cerises qui explosent dans la bouche. Même si je sais qu'après, on fera comme d'habitude en allant se baigner dans nos drames, parce qu'il sera temps de péter la bulle, prendre une débarque et réapprendre à faire du bicycle. L'amour, c'est une forêt vierge puis une coupe à blanc dans la même phrase. Donc, ça, c'est le début. Puis, je vais vous montrer la fin. C'est pas ça. J'apprends à disparaître, je suis pas pire. Je fais du saut à la perche, personne ne me voit. Je suis toujours quelque part à 12 mètres du sol et je reste là. Et je fais une sieste à 12 mètres du sol. Je n'ai pas besoin de perche, j'ai tes yeux. J'ai la lumière de tes jambes pour vivre, pour ne plus sentir la fatigue de mes gestes dans le 4,5. Ici, il y a des oiseaux qui parlent de plein de choses. Il y a ma poubelle qui déborde et qui me parle des médicaments que j'ai encore oublié de prendre. Et mes cheveux sont bizarres. Et quelqu'un, quelque part, rit de moi, c'est sûr, et je continue à me promener dans le parc et à dire bonsoir. Et à sourire à 12 mètres du sol, personne ne me voit, je suis pas pire. J'apprends à disparaître, je suis pas pire. Je ne sais toujours pas comment ressusciter. Donc, voilà, ça a bien joué, il n'y avait pas de problème technique. C'était super beau. Ouais. Et c'est ça, on a travaillé fort pour ça. On a enregistré une chorale à Montréal en justement 360 avec le micro en bisonique. C'était vraiment le fun de travailler avec ce son-là. C'est Marion Guil que vous avez entendu, puis Jean-Christophe Réel, c'est des auteurs, des autrices qui ont fait leur propre voix. Puis on a bien tombé, là, ça donnait qu'il était bon.
Puis on a été vraiment chanceux là, pour Le Petit Renard, entre autres. Puis tourner aux îles de la Madeleine au mois de juillet avec plein de touristes, tu peux pas avoir des gens dans tes shots. C'est quand même des conditions qui sont difficiles à obtenir. Là. Puis fait que ça a été un tournage où on a été pas mal chanceux. Puis voilà, c'est tout. Cool, merci beaucoup Estelle. Moi, je trouve ça super chouette de voir comment on peut intégrer la poésie là-dedans, tu sais, comment ça a une partie importante là, du résultat final. En parlant d'intégration, pour en reparler plus tard, mais on a aussi intégré, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais des petites animations graphiques là, dans la vidéo, là, pour, comme les corbeaux, puis il y en a d'autres là, dans des extraits que vous n'avez pas vus, mais pour augmenter un peu le monde qui est un peu à moitié pas trop réel pour entrer dans la poésie. Mais ça a été le fun d'intégrer l'animation graphique. Cool. On va peut-être continuer avec Serge alors. Je me rends compte aussi, les gens dans le public, je ne connais pas tous, puis je connais pas non plus votre degré de familiarité avec le sujet d'aujourd'hui. Peut-être qu'avant de commencer la discussion tout à l'heure, on pourra parler un peu vocabulaire, là, définir les termes 360, ambisonique. Bon, on pourra peut-être commencer avec ça. Mais pour l'instant, je vais laisser la parole à Serge. Puis Serge, dis-moi dans le fond, on commence avec quelle vidéo pour le partage? Je peux peut-être les mettre en contexte, les deux, puis on pourra les jouer un après l'autre, là, en fait. C'est ça, moi je suis basé à Val-d'Or, j'ai ma petite boîte de production Nadagam Film. J'ai déjà été biologiste dans le temps, j'ai travaillé avec les communautés autochtones, puis c'est ce qui m'a un peu donné le goût de faire du documentaire. J'ai par la suite étudié en cinéma, puis j'avais fondé un petit festival de cinéma à Val-d'Or, le Festival de cinéma des gens d'ici, un peu en réaction au fait qu'il y a peu de contenu local ou que les régions représentent un... Il n'y a pas beaucoup de contenu régional qu'on peut avoir la chance de voir, donc on voulait pallier à ça, puis faire une occasion de se rencontrer, discuter d'enjeux qui nous touchent, puis d'avoir un volet création aussi, puis... j'avais vu passer un projet de culture pour tous pour explorer le numérique, puis je m'étais dit, pourquoi on ne pourrait pas faire un projet 360? Puis là, tu sais, dans le cadre d'une demande de financement, on avait posé la question, est-ce que le numérique pourrait intéresser les gens à participer, à s'intéresser à la culture puis à participer à notre événement? Puis là, l'ambition de ça, c'était de tourner 7-8 plans 360. Puis en cours de route, c'est devenu 7-8 épisodes fois c'est un nombre X de plans. Donc ça a vite pris de l'ampleur. Donc ça a été... c'est ce qui a donné naissance au projet Abitibi 360. Puis qui était un peu l'idée, c'était d'utiliser le médium 360 pour voir comment les gens vivent et habitent le territoire. C'est quoi le lien entre le territoire et l'identité? En documentaire, j'ai toujours été intéressé par le cinéma direct, d'être avec les gens, puis de témoigner de qui ils sont, puis après ça, j'essaie de générer une histoire à partir du réel, puis en fait, de partager des points de vue que je peux avoir en étant sur le terrain, en côtoyant les communautés autochtones, notamment. Puis, le 360, là, c'est l'utilisation du plan large, comment le plan large a son expression la plus maximale. Et est-ce que ça peut, une fois visionné en réalité virtuelle, est-ce que ça peut comme aider à comprendre ce qui se passe sur le terrain? Donc, c'est un apprentissage du langage 360 et de la technique aussi, parce que, en fait, produire une vidéo 360, il faut comme développer des compétences en effet visuel, mais pas pour en mettre plein la vue, juste pour que ça paraisse pas, puis qu'on efface les erreurs. Là. En 2016, on tournait avec des rigs GoPro qu'il fallait partir à la mitaine, 7 GoPro qu'on collait par la suite avec 7 cartes mémoire qu'il fallait comme déloader à la mitaine. J'avais fait le petit calcul du nombre de bips qu'on peut entendre dans une journée, puis c'était facilement 5000 bips là,
Puis là, on synchronisait les caméras par la suite. Donc, c'était très artisanal, mais heureusement, ça a vite changé. Il y a des caméras qui ont sorti, il y a eu comme un engouement. Puis, fait que c'est ça, on peut regarder les deux vidéos. Le premier, c'est la bande-annonce de Abitibi 360, qui était juste un projet. Puis finalement, en y réfléchissant, ben, on s'est dit, ah ben tiens, on tient peut-être un IP, un Intellectual Property, puis présentons ce projet-là comme une saison 1, puis finalement, ben, l'idée est venue d'en faire une saison 2, puis de continuer l'exploration, la rencontre avec des gens qui vivent le territoire, puis la saison 2, là, était le défi supplémentaire, c'était la stéréoscopie, donc les images donnent un effet 3D quand on les visionne en réalité virtuelle, donc c'est ça. Ben, on peut partir les vidéos, puis... Quand mon père a monté ici, il savait c'était quoi une terre. La seule chose qu'il ne savait pas, c'est ça de la défricher. Ça, il ne savait pas ça. La plupart du temps, c'est ça, t'as le feeling d'être seul pas mal. C'est pas épeurant, mais c'est un feeling assez spécial quand même. Je m'ennuie de mon monde, mais en même temps, j'ai comme pas le choix, là. Fait que j'ai jamais le goût de repartir, mais qu'est-ce que tu veux? C'est le même. Je crois qu'un jour, on va finir par se développer puis qu'on va être capable d'occuper le vaste territoire. Malgré tout, ça sera à faire, je le ferai. Ouais, c'est dur à décrire quand on y a jamais été. Est-ce qu'on passe tout de suite à la seconde vidéo? Oui. Super. Est-ce que le son était assez fort? Pourrait être une petite affaire plus... Ouais. C'est correct avec tout le monde. Ben oui. OK. Comme une immense mer, puis ça me fascinait. Je me disais, il y a un jour, il faut que j'aille voir ça, c'est quoi le lac Abitibi? Quand tu trouves ça dans une veine de quartz, là, dans le beau blanc du quartz, là, des beaux grains d'or, là, crois-moi, ton cœur va accélérer. Quand j'ai vu le premier power, je me suis dit, là, waouh, les danseurs, j'aimerais tellement être avec eux. Les animaux sauvages, c'est un perpétuel combat pour la survie, là. C'est nous autres qui avons mis du sable dans l'engrenage, là. On est parti le 1er juillet 67. On s'est dit, on va y aller à l'Expo 67 en avironnant. Merci. Est-ce que Serge, tu voulais ajouter quelque chose? Ben non, j'imagine en parler. Oui, c'est ça. Minutes. Ben, c'est super intéressant. Je pense que l'approche de faire du cinéma direct, puis de parler des gens en région, de faire du cinéma qui vient représenter les régions, c'est un enjeu dont on parle de plus en plus. Puis c'est super chouette que tu sois là de l'autre bout du Québec pour venir nous en parler. Dans le fond, pour revenir
au vocabulaire, puis dans le fond, aux notions un peu pour qu'on soit sûr que tout le monde parle des mêmes termes, là. Peut-être que je vais essayer de m'avancer, je suis pas une experte, puis vous me corrigerez si j'ai tort. Dans le fond, quand on parle de vidéo 360, c'est des images donc, qui sont filmées sur 360 degrés à partir d'un même point de vue. Puis l'idéal, c'est de les visionner dans un casque de réalité virtuelle. Mais la nuance avec la réalité virtuelle, c'est que la réalité virtuelle, parfois, tu peux te déplacer dans l'espace ou tu as des capteurs, des effets comme de vibrations qui viennent comme simuler une interaction avec le monde dans lequel on se trouve. Est-ce que c'est juste comme nuance entre les deux? Ouais. Moi, je trouve qu'on se prend souvent la tête là, sur les forums. Une fois, ben là, c'est moins ces temps-ci, là. Il y a peut-être l'engouement a peut-être baissé un peu pour tout ça, mais on entendait souvent dire, bon, le vidéo 360, c'est pas du VR. Puis là, périodiquement, il y a des gens qui se fâchaient là-dessus, puis il y avait des débats. Puis là, j'étais là, arrêtez donc, là. Quelle perte de temps, en fait. Tu sais, non, évidemment, dans une vidéo 360, on peut pas se déplacer, mais en même temps, il y a une espèce de réalisme qui est viscéral, puis de voir des vraies images, que non, même une vidéo qui serait pas 3D, ben, qui est monoscopique, on peut avoir une connexion avec ces images-là, puis je dirais, c'est une forme de réalité virtuelle parmi tant d'autres. L'idée, c'est de le visionner avec un casque de réalité virtuelle, puis idéalement du son qui sera spatialisé, qui permet d'être encore plus en état d'immersion. Mm-hmm. Ouais, c'est sûr que ce qu'on vous présente comme extrait ce matin, c'est des extraits qui sont adaptés au format actuel, là, mais que ces films-là, d'abord et avant tout, ont été faits pour être visionnés dans un casque. Puis on pourra en parler aussi par la suite, l'accès au casque pour le visionnement pour le public. D'abord, j'aimerais ça vous demander aussi, là, vous êtes tous des réalisateurs, réalisatrices qui avaient travaillé avec des méthodes plus, ben, je dirais pas traditionnelles, mais bon, avec des formats qui sont pas 360. Qu'est-ce que ce nouveau format-là amène qu'on retrouve pas dans le cinéma plus traditionnel? Y a-t-il quelqu'un qui veut y aller? Ben, Oui, c'est ça. nous on faisait une blague comme ça. Ah, ah ouais, hein? On rentre Je dans pense le que cadre. ce qui revient souvent, c'est l'idée de l'interactivité. Il y a une certaine interactivité qu'on ajoute avec la réalité virtuelle, là, ça, c'est sujet à débat, là, mais avec l'image sphérique, forcément, on appelle le spectateur ou la spectatrice à disons, pas à se déplacer physiquement, mais à déplacer son regard, à choisir finalement instantanément le cadrage de ce qu'elle va regarder. Ça, évidemment, on ne peut pas le faire avec un cinéma plus traditionnel, ce qui va impliquer aussi des différentes méthodes de tournage. Forcément, quand on va filmer pour le cinéma, on va sculpter la lumière, on va tout faire notre composition d'image pour notre cadre, puisque notre cadre est final. C'est à partir du cadre qu'on construit finalement. Ben, ça dépend du type de cinéma, évidemment. Là, qu'on soit en fiction, en documentaire, on n'aura pas la même approche du cadre et de la composition d'image, mais en VR, en 360 degrés, ben là, finalement, on n'a plus ce cadre-là. Puis là, ça nous amène des contraintes de tournage, justement. Mais par contre, cette question-là d'interactivité, je trouve ça intéressant. Puis je me demande où est-ce que la discussion va s'en aller, mais ça a ses limites. Puis je pense que le contrôle par la réalisation du regard du spectateur se fait quand même en réalité virtuelle. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je dirais là-dessus, c'est comme un mélange d'essayer d'avoir beaucoup de contrôle pour manipuler le spectateur, puis en même temps beaucoup de lâcher prise. Tu sais, dans une vidéo normale, s'il y a un personnage qui rentre, puis là, il y a un suspense, puis je vais mettre un gros plan sur la poignée de porte, ben c'est pas compliqué, je mets le gros plan là, puis le spectateur n'a pas le choix de le regarder. Mais là, si dans la vidéo 360, je veux qu'il regarde la porte, mais ça se peut qu'il ne la regarde pas. Même si je mets un gros son pour attirer son attention, je vais travailler pour contrôler son attention, son regard pour qu'il regarde ce que j'ai envie, mais en même temps, je me dis, ça se peut qu'il va manquer cette information-là, puis je ne peux rien faire. Fait que c'est ça, moi, je trouve qu'il faut trouver l'équilibre entre ces deux-là, là, essayer de contrôler notre affaire puis de lâcher prise. Ouais, puis, tu sais, au début, je sais pas vous autres, là, mais tu sais, moi, il y avait peut-être une tendance à vouloir
exploiter ça, cette liberté de dire, ah, les gens peuvent regarder un peu partout, donc on va les faire regarder partout, puis on va les forcer à bouger dans l'espace. Puis là, plus j'avançais, plus je me disais que finalement, tu sais, dans la vraie vie, on regarde souvent, en général, on regarde devant nous, là. On se met pas à regarder partout pour rien, puis des fois, les gens essayent ça, puis ils regardent là, regardent partout, puis ils disent, ah, ça donne mal au cœur. Ouais, mais si tu fais ça dans la vraie vie aussi, tu vas avoir peut-être mal au cœur. Puis c'est sûr que l'appareil, tu sais, c'est un poids sur la tête, puis des fois, ils sont pas toujours adaptés à notre distance, puis c'est un écran qu'on a collé ici, donc c'est possible que ça donne vraiment mal au cœur à certaines personnes, mais quand on l'utilise de façon modérée, il y a moyen que ce soit confortable quand même. Puis quand on parle de diriger le regard du spectateur, tu sais, c'est quoi des trucs que vous avez mis en place là, pour justement diriger le regard? Ben, moi, je trouve que c'est le son là, qui est le meilleur allié. C'est vraiment c'est ce que nous, on a fait là, pour attirer l'attention. Si tu as un son de quelque chose qui explose ou peu importe, là, mais un son qui peut, justement, tu peux disposer du son dans l'espace 360. Donc, ça marche bien là, pour faire tourner la personne. Encore là, il y en a qui sont plus sensibles que d'autres, puis il y en a qui vont, qui ne comprennent pas là, cette notion-là de j'entends quelque chose, je me retourne, mais ça marche quand même assez bien. Là. Je remarquais justement dans ta vidéo tantôt, le générique à la fin, les noms apparaissent, puis il y a une petite cloche en même temps avec les noms. J'ai tout de suite compris, je suis comme, OK, mais ça, c'est pour attirer le regard vers le générique qui n'est pas nécessairement partout en même temps. Ben, c'est ça, c'est sûr que là, ce que vous avez vu, c'est comme tu as fait, c'est une vidéo 360 qu'on a filmé le déplacement là, parce que ça aurait été désagréable peut-être de se promener comme ça live. Mais c'est ça, on a mis des petits sons, surtout le générique était, on l'a mis à 180, il était devant puis derrière, là, parce qu'on se disait comme ça, on a plus de chance. Mais à chaque fois qu'il y avait des petits, comme, je ne sais pas si vous avez vu la baleine, là, qu'on a mis la fausse baleine dans l'eau, ça aussi, on a mis un son, on se disait, ben, c'est pas grave, si personne ne la voit, elle n'est pas essentielle, là, mais si quelqu'un la voit, ben, le petit son, ça aide des petites subtilités qu'on cachait là, un peu partout avec un petit son. C'est le fun. Moi c'est quelque chose qui me fait vraiment triper là, dans la création 360. C'est l'habillage sonore. Là, c'est tellement riche là, ce qu'on peut faire là, juste pour le plaisir d'aller mettre de la texture un peu partout. Là. C'est vraiment le fun. Ben, puis un aspect aussi, là, probablement que ça va de soi maintenant, là, mais de placer la caméra à peu près à la hauteur d'une personne, puis d'essayer d'inciter le regard à la caméra. Souvent, on va éviter ça en vidéo traditionnelle, mais là, quand on visionne, puis on a une personne qui a été filmée puis qui nous regarde, qui regarde à la caméra, c'est comme si elle s'adressait à nous. Ben, des fois, ça peut donner un feeling intéressant là, quand on visionne. Ça ajoute à l'immersion, finalement. On se sent encore plus... une fois avec le casque, on se sent encore plus impliqué, finalement, dans ce qu'on voit s'il y a quelqu'un qui nous regarde, forcément. Mais j'ai déjà vu les deux types de réactions, par contre. Des gens qui appréciaient être un peu comme un fantôme, de ne pas avoir aucune interaction, c'est sécurisant aussi, là, de ne pas être interpellé. Et en même temps, ben, des fois, ça peut faire une belle connexion. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à la fois, une même vidéo peut créer une expérience qui est plus contemplative ou une autre qui est plus active, dépendamment de comment la personne choisit de vivre son expérience. Puis est-ce que votre rapport à la caméra a changé dans votre façon de réaliser les films, de diriger le plateau? Ça veut dire quoi diriger des acteurs quand on est dans un contexte de caméra 360 ou même dans un cas de documentaire? Comment est-ce qu'on met les gens à l'aise? Est-ce que ça change le rapport des gens à la caméra? Ben, moi, d'emblée, je dirais, étrangement, là, je trouve les gens vont plus facilement se sentir à l'aise en présence d'une caméra 360 que d'une caméra traditionnelle, puisqu'elle n'est pas en train de viser quelque chose ou quelqu'un en particulier. Ça devient presque un objet, juste comme n'importe quel autre objet qui nous entoure, tandis qu'une vraie caméra avec l'objectif, le gros objectif qui te regarde, là, tu le sais, il y a quelque chose d'intimidant de se faire pointer. La caméra 360 est neutre à ce niveau-là, elle ne pointe pas. Fait que j'ai l'impression que les gens vont être un peu plus à l'aise. Après, ouais, ça change complètement la dynamique, le rapport à l'utilisation de la caméra, étant donné qu'elle voit partout en même temps, forcément.
Un plateau de tournage n'a pas l'air de ce qu'un plateau de tournage habituel a l'air, là, c'est sûr. Là. Je sais pas, je vais vous laisser peut-être... Ben moi, j'ai plus fait des choses qui ressemblent à de la fiction que du documentaire. Fait que pour la direction des acteurs, je trouvais que ça ressemblait beaucoup plus au théâtre qu'au cinéma parce que tu ne découpes pas les actions, tu n'as pas la chance de faire ton clin d'œil en gros plan de manière isolée. Là. Fait que c'est vraiment comme une scène souvent qui dure à peu près une minute ou plus, là, mais ce n'est pas des courts plans de 3-4 secondes. Puis effectivement, quand ça tourne, comme on voit tout, en général, si on peut, on va aller se cacher en quelque part pour se donner moins de travail en post-prod. Fait que là, les gens se retrouvent tout seuls, tu leur donnes des indications, tu t'en vas, la caméra roule, puis c'est une performance complète du début à la fin, comme en théâtre, vue de loin. Fait que moi, c'est ce que je trouve qu'il y a de vraiment particulier puis de différent de comment on travaille d'habitude avec le langage qu'on a l'habitude d'utiliser, là, cinématographique, avec le montage, les gros plans puis tout ça. Mais je serais curieuse, justement, Serge, par rapport à comment ça se passait en situation de documentaire, où c'est des vraies actions, j'imagine, là, que les gens vivent. Ben, tantôt, je parlais de mon affection pour le cinéma direct. Jusqu'à un certain point, la présence de l'équipe et le contact qu'on établit avec les gens, la caméra fermée, je dirais, là, ce contact-là est super important pour après ça assurer que ce qu'on va capter, ça va être intéressant puis naturel. Mais la comparaison s'arrête là parce qu'en 360, il faut beaucoup plus préparer nos plans, il faut stager, il y a une lourdeur au processus, là. Partir la caméra, les caméras, parfois il y en a parfois il y a des pépins techniques, il y a le son, puis surtout, je ne sais pas si vous êtes tous familiers, là, mais quand on regarde en 360, l'équipe doit aller se cacher quelque part. Donc, on perd ce contact-là qu'on établit avec les sujets, on le perd. Donc, avec les personnages, moi, j'essaie de les... Bon, tu vois les deux lentilles, ben, imagine que c'est deux yeux, puis tu me parles à moi ou tu parles à quelqu'un que tu connais, puis on va faire cette scène-là. Donc, parfois, ça fonctionnait, parfois, les gens sont plus gênés de nature, donc... mais il y a quelques moments magiques qui se sont produits, là. Je dirais qu'on était loin, puis on entendait un peu ce qui se passait, puis c'est après ça, en visionnant, qu'on a dit « Oh wow, ça s'est passé ». Ou tiens, on va en refaire une autre peut-être, là. Maintenant, on peut visionner à distance, là. Fait que tout au long du processus, là, depuis 2016, il y a toujours eu des technologies qui nous sauvaient la vie, là, puis qu'on disait ça change notre vie complètement, là, d'avoir ces facilités-là, mais c'est ça. Oui, justement, comment ça a évolué dans les 5 dernières années? Tu parlais tout à l'heure de partir toutes les caméras séparément. Là, aujourd'hui, c'est une caméra que tu pars? Ben oui, en fait, c'est de plus en plus, l'accès aux caméras 360 de plus en plus démocratisé. Là. Autrefois, avec un rig qui comportait plusieurs caméras qui devaient être soit synchronisées, soit parties indépendamment. Puis ensuite, bon, il y a toute la post-production de ces images-là qui était complexe, le stitching, aller joindre ça pour former la sphère. Alors qu'aujourd'hui, une petite caméra comme celle que j'ai entre les mains ici, donc un objectif de chaque côté, donc dos à dos, chacun va prendre 180, puis le stitching, l'assemblage des images se fait instantanément. On le voit en direct dans notre téléphone cellulaire. Puis il y a même, avec cette caméra-là, on a un petit un plugin là, qui fait qu'on peut directement mettre les images dans un logiciel de montage. Ils sont déjà en sphère, donc là, c'est fou comment on sauve du temps, c'est rendu hyper accessible. Puis c'est pas très cher, ce genre de caméra-là non plus. Donc, c'est disponible pour un plus grand public. J'ai l'impression que. Puis on s'en va dans une voie de plus en plus comme ça accessible. En même temps, parallèlement, il y a des outils professionnels aussi qui se spécialisent, qui sont de plus en plus intéressants à travailler, qui ne seront pas autant accessibles, disons, pour le grand public, là, mais forcément, là, comme dans tous les autres domaines. Et puis si on parle de technologie, moi je serais curieuse de savoir, Antoine, justement, toi tu travailles à la fois la pellicule et la vidéo 360. Toi, c'est quoi ton rapport aux technologies dans la création vidéo? Ben, pour moi, toute technologie est intéressante et pertinente tant que ça fait des images, ça m'intéresse. Justement, dans le projet à Force Dure, j'ai utilisé des caméras 360, mais j'ai aussi tourné avec des caméras plus conventionnelles en 4K, tu sais, comme vraiment, comme si je faisais du cinéma
vraiment pur et simple. Des caméras vidéo sur bande à vidéo analogique, bande magnétique finalement. Donc des années 90, là, quelque chose de plus vintage, mais qui reste de la vidéo. Puis évidemment, la pellicule aussi. C'est cette hybridité-là des formes qui a un peu construit le film. Je ne travaille pas comme ça dans tous mes projets, mais selon le projet, donc il y a des choses intéressantes. Puis c'est ça que je trouve intéressant, c'est que finalement, la caméra de prise de vue à 360, je la trouve à la fois intéressante pour faire des vidéos sphériques destinées à la réalité virtuelle. Il y a comme une manière de travailler comme ça. Mais dans mon cas, je l'utilise aussi tout autant pour un cinéma un peu plus conventionnel. C'est sûr que ça dépend. Puis moi, une des choses que je vais reprocher à cette image-là, particulièrement avec une caméra compacte comme celle que je vous ai montrée, c'est des images extrêmement compressées. Donc, c'est sûr que ça ne va pas tout à fait fitter avec les images de mes autres caméras. En termes de bitrate et tout ça, là, je tombe dans un langage plus technique peut-être, mais donc des images peut-être de moins bonne qualité un peu, finalement comparables aux images d'une vidéo d'un téléphone cellulaire ou quelque chose qui n'est pas performant nécessairement là, en termes de création de vidéos, là, en termes vraiment numériques. Là. Donc, c'est pour ça que je finis par l'altérer. Je préfère autant la recadrer puis la filmer sur pellicule. Puis là j'ai quelque chose, je dirais, plus utilisable, plus intéressant que ce qui sortait directement de la caméra. Par contre, pour l'utiliser en tant que point de vue de vidéo sphérique, là, c'est sûr que c'est intéressant. Mais il y a des caméras plus intéressantes que ça aussi là, pour d'autres contextes. Moi, ce que je trouve le fun aussi de ces caméras-là, c'est que les caméras, des action caméras sont stabilisées, on peut courir avec, c'est super beau. Il y a du HDR intégré, il y a des choses comme ça quand même. Je trouve ça quand même sympathique, malgré tout. Puis Estelle et Serge, là, vous deux, on a parlé un petit peu de post-production. Estelle, l'intégration des éléments graphiques, des animaux en post-production. Serge aussi, parmi les vidéos que tu as produites, il y avait de l'intégration d'images d'archives en 2D qui étaient comme intégrées dans le produit fini, dans la vidéo 360. Fait que j'aimerais ça que vous me parliez dans le fond du processus créatif en post-production quand on fait de la vidéo 360. Moi, côté technique, j'ai la chance de travailler avec des gens qui s'en occupent. Fait que pour cette vidéo-là, pour les deux projets, c'était avec le chef un peu technique de Télé-Québec qui est basé à Québec, qui a fait le montage. Moi, je suis allée avec lui plus pour les grandes décisions, mais au niveau de technique, je ne peux pas vraiment vous en parler parce que ce n'est pas trop mon département. Mais sinon, j'ai travaillé avec... puis là, je suis vraiment pas bonne avec les noms, j'ai oublié son prénom, mais en tout cas, une super fille designer graphique du côté nord de la Gaspésie. Puis ensemble, on a pensé à des éléments graphiques que j'avais envie d'intégrer. On a fait de l'aller-retour, j'ai envoyé des extraits en 2D. Là. Puis ensuite, elle m'envoyait des croquis, puis on a élaboré comme ça, elle faisait des genres de petits clips vidéo de quelques secondes, puis ensuite, ça a été inséré. En gros, c'était pas mal ça. C'était pas la chose la plus difficile à faire. Un coup, c'était que les animations étaient créées. Mais ça prend quand même des gens qui connaissent la vidéo 360 parce que c'est sûr que pour elle, c'était autre chose. C'était pas juste un design graphique pour mettre sur une affiche. Là. Mais c'est assez intéressant, je trouve. Puis toi, Serge, tu as inséré des images d'archives vidéo normales? Tu sais, en partant de l'idée que le fond de l'image, c'est un lieu, on a visité des lieux, en particulier pour l'épisode Pagaie, où est-ce qu'on retrace le voyage de 100 pagayeurs qui sont partis de Rouen pour se rendre à Expo 67, pour affirmer que l'Abitibi-Témiscamingue existait. Et avec un de ces messieurs-là, Paul, on a retracé son parcours. On l'a pas tout fait, là, mais on se promenait, puis on mettait notre canot à l'eau à différents endroits que lui avait visités. Puis le fait de visiter, de revoir ces endroits-là, ça éveillait beaucoup de souvenirs. Puis on a pris dans le fond des plates. Là, on a fait des images vides dans le but de rajouter des images d'archives. Donc, on a découpé des personnages le plus possible qu'on avait en complet, plein pied. Puis, il y avait beaucoup de belles photos, là, des messieurs en chest avec leur rame, puis leur bière. Puis, en tout cas, en 67, là, c'était une drôle d'époque.
puis leur campement, tout ça. Fait qu'il y avait assez de matériel pour dire, ben, on découpe ça, puis on replace ça, on recrée une scène comme ça pouvait avoir lieu. Donc, évidemment, on a pris des images qui n'étaient pas nécessairement reliées, mais dans l'ensemble, ça recrée l'esprit du lieu, puis ça ponctue aussi le récit, là. On passe de moments en canot à des moments où est-ce qu'on visite des portages, tout ça, puis on refait son parcours, puis parfois, on tombe dans les souvenirs grâce à ça, puis ça fonctionne bien, là. Puis sont pas 3D, là, mais c'est pas grave, ça fonctionne super bien, là. Là, je vois le temps filer déjà, 10h moins 10. Peut-être que je poserai une dernière question, puis après ça, on pourrait passer aux questions du public s'il y en a. Moi, j'aimerais en apprendre un peu plus sur votre expérience de diffusion avec le public. Tu sais, là, je pense qu'on est dans une période un peu charnière, là, tu sais, où là, ça fait quelques années que les casques de réalité virtuelle sont de plus en plus accessibles. Pourtant, ça reste un produit quand même assez niché. C'est de plus en plus démocratisé dans le sens que c'est de moins en moins cher, mais c'est pas nécessairement très très répandu encore comme usage. Fait que je voudrais savoir, dans le fond, vous, ça a été quoi vos contextes de diffusion, comment ça a été reçu par les différentes personnes, puis peut-être que je pourrais passer tout de suite la parole à Estelle, que dans une ancienne conversation, on m'avait parlé justement de la réception des gens aux îles de la Madeleine. Oui. Ben, moi, c'est ça, les vidéos que j'ai faites ont été essentiellement présentées dans des salons du livre, des événements organisés par Télé-Québec avec des super casques. C'est sûr que j'ai visionné avec des casques de moins bonne qualité, des écouteurs de moins bonne qualité, puis ça fait vraiment une grosse différence. C'est vraiment un plus là, quand tu as du bon stock pour le regarder. Puis ben, la vidéo que je vous ai montrée, il y avait une scène qu'on était allé faire à l'île d'Entrée, aux îles de la Madeleine, qui est une île qui est détachée du reste de l'archipel. Puis c'est pas mal des personnes âgées, ils ne sont pas nombreux sur l'île. Puis ça avait un peu attiré l'attention. L'année où on est allé faire ce tournage-là, on avait dormi sur place, les gens nous posaient plein de questions. Fait que l'année d'après, quand la vidéo a été faite, on est allé à l'île d'Entrée pour leur présenter la vidéo qu'on avait faite avec les autres scènes qui étaient sur le reste des îles. Mais fait qu'on a fait un visionnement à l'épicerie. Les gens avaient été invités dans leur boîte postale, tu sais, puis là, le soir, on était là dans la petite épicerie qui est très petit, avec le petit banc, puis les écouteurs, puis il y a quand même beaucoup de gens qui sont venus, des personnes âgées, tu sais, qui avaient jamais, comme, ne savaient même pas que ça existait, cette technologie-là. Puis c'était incroyable de voir la réaction là, des vieux monsieur là, qui regardaient ça, puis là, ils enlevaient leur casque, puis ils criaient comme « Ah! » Puis ils ont vraiment aimé ça. Puis, fait que ça chez moi, ça m'a vraiment fait plaisir de le partager avec eux, puis de voir leur réaction. Puis, il n'y avait pas, tu sais, souvent les gens ont peur que les vidéos, s'il y a un peu de point de vue sur le bord d'une falaise, ça va créer du vertige. Puis, mais tu sais, il n'y avait pas plus de réaction que des gens qui sont habitués d'en voir. Là. Puis, ben, c'est ça, moi, j'ai trouvé que c'était une expérience qui était une expérience humaine qui était quand même assez riche à ce moment-là qu'on a passé avec les habitants de l'île d'Entrée à leur présenter la vidéo. Puis, ouais, ça a été mon plus beau moment. C'est tout. Ouais, est-ce qu'Antoine, Serge, vous voulez nous parler un petit peu de vos expériences en diffusion de vos vidéos? Ben oui, en particulier pour la saison 2 d'Abitibi 360, comme on avait le Fond-Belle qui appuyait, ben, il fallait présenter ça comme une web-série. Donc, c'était comme un passage obligé que de le présenter sur le web, même si la forme que j'aurais préférée, c'est en réalité virtuelle. Mais ça amenait en même temps, c'était intéressant parce que ça permettait de rejoindre un plus large public, là. Mais il y avait comme tout ce questionnement-là au montage puis dans la création des vidéos pour dire, ben, en réalité virtuelle, souvent, c'est correct de laisser du temps parce que les gens comblent la lenteur avec leurs pensées. Il y a un peu plus on se laisse aller dans le récit, puis c'est correct de laisser ce temps-là, puis c'est ce qui fait une belle expérience. Sur le web, ben, on est habitué avec des montages très rapides, donc il faut que ce soit dynamique pour capter l'attention, sinon les gens vont scroller puis vont aller voir autre chose. Donc il y avait cette tension-là, puis on a essayé de trouver un compromis entre les deux façons de voir le médium, puis
Ben, c'est ça. Maintenant que le lancement est terminé, ben là, c'est sûr que là, on cherche à faire circuler ça sous forme de réalité virtuelle. Puis on a créé une application qui permet d'accéder aux différents épisodes selon son choix. Donc, on présente ça dans les salles d'exposition, puis accompagné d'une exposition photo aussi, là. Donc, le projet continue de vivre comme ça, puis c'est sûr que c'est la meilleure expérience, là. Puis c'est possible qu'on le transforme aussi en format dôme, là, mais ça nécessite de retomber en post-prod alors que c'est fini depuis longtemps. Mais ça serait une belle opportunité, en fait. En format dôme pour être présenté comme où? Style planétarium, la SAT. Il y a À la beaucoup de SAT, salles comme wow. ça un peu partout dans le monde, là, qui cherchent du contenu, en fait. Les planétariums, tu sais, il y a peut-être du contenu en astronomie le jour pour les écoles, mais le soir, ben, ils cherchent à optimiser leur salle avec différentes autres expériences. Mhm. Puis ça reste quand même assez niché, là. C'est les gens qui font de la création 360 pour Dôme, là. Oui. Ouais. Encore plus. Ouais. On pourrait peut-être passer tout de suite aux questions dans l'audience, s'il y en a. Est-ce que vous avez des questions pour nos panélistes? Ben, c'est sûr, moi j'aimerais ça savoir. Ben là, on a eu la réponse pour Antoine puis Estelle là, dans le chat pour les caméras. Mais Serge, qu'est-ce que tu as utilisé comme caméra exactement? Tu veux les voir aussi? Ou... C'était une GoPro Omni pour la saison 1. En fait, des rigs GoPro pas du tout syncés. Après ça, la Omni est arrivée, donc j'ai utilisé ça. Puis pour la saison 2, ben, j'avais la chance d'avoir un directeur photo qui venait avec sa rig, là. C'était une Izuga XL8 ou quelque chose comme ça. Puis on a aussi utilisé une Insta 360 Titan. Ah, la Pro, là, ok, ouais. La Titan, c'est comme pas mal le top de la gamme chez Insta360. Là. Ça, c'est sûr, c'est Plus grosse encore. c'est le fun en maudit. Ouais. Avec 8 objectifs, là, ce qui fait que ça donne une stéréoscopie un petit peu mieux, mais c'est une grosse affaire. Et moi, pour répondre à ton autre question, Jonathan, pour les prises aériennes, oui, c'était une petite GoPro Fusion, là, c'est tout petit. C'est juste 2 caméras qu'on a installées sur un drone puis on a imprimé des petites montures en 3D pour attacher la caméra. Vous avez juste par utilisé rapport à ça, surtout le sol plutôt que le ciel, vu que le drone était en haut, dans le fond. Oui, c'est ça. Ben là, on voyait le drone, fait qu'on a mis une cage pour l'enlever. Oui, c'est ça. C'était vraiment plus pour filmer le sol. Mais juste un petit truc par rapport à ça, aux images de drone 360, souvent, si tu fais une prise de vue, mettons, d'une caméra au sol qui se promène, qui avance, qui bouge, ça va souvent donner mal au cœur. Mais bizarrement, si tu shootes en drone, en 360, ça ne donne pas mal au cœur. On me dit, je n'ai pas fait des recherches, mais que c'est parce que tu ne voyais pas tes jambes, puis que c'était comme si tu volais, puis que psychologiquement, ça fait biologiquement, je ne sais pas trop, les réactions font que ça passe bien. On ne l'a pas encore fait voler, mais est-ce qu'il y a une Insta 360 R là-dedans? Oh yeah! Ah ouais! Après des skills de pilotage FPV, on va utiliser, là. Je veux juste As-tu, mentionner ça. Jonathan, as-tu utilisé le module qui est fait pour les drones de Insta360 ou c'est toi qui l'as patenté toi-même? Non, ça, c'est un kit qui vient tout seul, là. Il l'appelle le drone invisible. Ouais, Il est assez mince pour ne pas se voir lui-même. Mais ça, c'est la même caméra que moi, mais dans le fond, les 2 objectifs sont séparés. On peut en mettre. Ben, dans le fond, il y en a un sur le dessus, un en dessous. Ça efface le drone complètement puisque le drone se retrouve dans la zone de stitching, là, donc dans le point mort. Fait que ça fait vraiment un drone invisible complètement. C'est intéressant à utiliser aussi. Hein. Ça s'en vient. Ah, je pense que David Langlois, je pense que vous êtes en train de parler, mais on ne vous entend pas.
Là, présentement? Oui, là, c'est bon. OK, super. C'était le Python versus le truc. Moi, ce qui me venait en tête, c'était justement ça, là, pas le compromis, mais l'approche que vous avez à faire entre le mouvement du point de la caméra puis le mouvement de caméra, parce que, tu sais, je veux dire, le spectateur a quand même une latitude de mouvement, puis si tu maries ça avec un mouvement de la caméra, ben là, pour ne pas faire de la confusion ou ces choses-là, est-ce que vous, systématiquement, vous enlevez les caméras? En drone, ça semblait être différent, ce que Estelle disait, là, que l'effet mal de cœur, là, quand tu avais la perspective libre et le mouvement de caméra, est-ce que vous êtes obligé d'approcher ça d'une façon différente parce que vous êtes dans une vidéo 360? Vous limitez les mouvements de caméra, vous les éliminez ou il faut vraiment faire attention à ça? Ben, moi, je dirais, les mouvements de caméra sont possibles. Tu sais, premièrement, en vidéo 360, le seul mouvement de caméra possible versus au cinéma, c'est le travelling, le déplacement physique de la caméra. On n'aura pas de panoramique, évidemment, vu que ça va être le spectateur qui va le faire avec sa tête. Il n'y a pas de zoom parce qu'on ne peut pas jouer dans les focales non plus. Par contre, les travelling sont possibles, mais je pense que, moi, en tout cas, à date, là, ce que j'ai remarqué, plus que le travelling ressemble à un travelling réaliste, c'est-à-dire, mettons, un voyage en voiture, un voyage en train, en bateau, la caméra va se déplacer, il y a du mouvement, mais c'est un mouvement qui est crédible, qui est réaliste, qui est relativement stable. Mais je pense qu'en même temps, je ne l'ai pas essayé, mais je suis certain qu'une vidéo 360 dans une montagne russe, ça serait super intéressant, puis ça ne donnerait pas plus mal au cœur qu'une montagne russe en réalité. T'sais. On s'entend, il y a quand même. On va l'essayer. Mais c'est sûr que courir, ces caméras-là, je disais tantôt, c'est le fun et stabilisé, mais c'est surtout le fun quand on va utiliser ça en recadrage. En 360, au bout d'une perche qui bouge un peu d'un bord puis de l'autre. Là, on va voir tranquillement plein de petits défauts technologiques, là, la ligne de stitching qui va bouger, l'exposition de l'image. Si la caméra tourne sur elle-même, on va se rendre compte, des fois, on voit une ligne passer dans le ciel. C'est pas tout à fait intéressant. Puis je pense que là, on va aller chercher un peu plus de sentiment de nausée. Là. En fait, je pense que, règle générale, la caméra 360 doit prendre la posture, disons, que notre tête aurait pu avoir et avoir les mouvements que nous, on aurait pu avoir aussi. Sinon, ça peut donner effectivement des sentiments un peu étranges. Super, merci. Il y a l'effet de cockpit là, qu'on appelle, quand on est dans un référentiel, si on peut dire, dans une auto, dans n'importe quelle embarcation aussi qui avance avec nous, on a cette référence-là. Donc, le mouvement est comme... est correct parce que notre perception, on va à la même vitesse que l'embarcation. Puis, en tout cas, pour l'épisode Pagaie, nous, c'est à peu près les seuls mouvements qu'on s'est permis de faire parce que ça marchait avec le propos. Puis quand il y a une shot en particulier qui génère une espèce de déstabilisation, mais qui n'est pas inintéressante, c'est que quand le canot vient accoster, les gens sont sur leur banc. Et là, le canot accoste, ben là, immanquablement, il y a comme ce sentiment-là d'avancer, puis le son aussi rend ça crédible. On entend le canot frotter sur les roches, là, donc ça déstabilise un peu, mais c'est tout en douceur, puis en tout cas, c'est un effet qu'on n'avait pas prévu, puis qui était assez intéressant. On arrive déjà à 10 heures. Dans le fond, je ne vais pas retenir s'il y a des gens qui doivent quitter. Allez-y, n'hésitez pas. À moins qu'il y ait peut-être une dernière question. C'est comme vous voulez. Moi, j'aurais une question, Noémie. Est-ce que tu m'entends? Oui, c'est bon. OK. Bon, moi, je connais rien là, dans les numéros de caméra, toutes ces patentes-là, mais dans le fond, dans les modes de présentation possibles, là, vous avez nommé le casque de réalité virtuelle. Il y a aussi, comme on l'a vu ce matin, l'espèce de vidéo ordinaire sur nos ordis ou type projection, là, qui est... Mais est-ce que vous avez des exemples, je vais employer le mot scénographique, des exemples scénographiques ou d'interaction avec des architectures qui sont possibles avec ce genre de vidéo immersive, là? Peut-être répondre sur la caméra Matterport. Il y a possibilité de scanner l'environnement 3D là, avec genre d'échographie des murs, puis après ça, de pouvoir remapper dedans, mais plutôt avec des éléments générés par ordinateur. Oui, c'est ça. Ça va être en fait une photographie dans laquelle on peut animer des choses après, mais en termes de vidéo. Mais sinon, au niveau architectural, tu veux dire en termes d'expérience, mettons, de spectatorielle avec des projections ou...
Ben oui, quelque chose comme ça, oui. Là, Ouais. Par clairement, exemple, là, dans une galerie ou dans une, je sais pas, des fois on visite des centres d'interprétation ou ben, il je y a pense que des trucs qui peuvent ressembler à ça. ben, ce que Serge mentionnait tantôt, là, l'idée du dôme, donc il existe des salles Mhm. faites pour ça, comme la Satosphère à Montréal, le planétarium aussi. Euh, à part des salles conçues pour ça, ça prend des équipements quand même spécialisés pour reproduire par la projection la sphère qui existait numériquement, qui est déjà une espèce d'interprétation d'une image qui elle-même est en fait une image rectangulaire, là, c'est une projection sphérique là, équirectangulaire. Là. Là, je tombe dans du vocabulaire peut-être un peu plus complexe, mais je ne sais pas à quel point dans des galeries, mais oui, clairement, c'est des technologies qui peuvent sûrement, avec un peu d'imagination, s'intégrer dans une architecture particulière. Mais je pense que rendu là, on est plus dans le vidéo mapping de manière générale, pas nécessairement dans une idée de vidéo sphérique. Est-ce qu'une caméra de captation 360 peut être utile pour faire ce genre de vidéo mapping-là? Potentiellement, probablement, oui. Ben, juste pour rebondir là-dessus, là, dans les façons de représenter le vidéo sphérique, là, souvent on travaille avec un fichier équirectangulaire. Là, c'est toutes les caméras assemblées un peu comme une map monde. La map monde, c'est la Terre qu'on déroule dans une surface carrée, mais on peut aussi déplier l'image sphérique en cubes. Puis à ce moment-là, dire, ben, on pourrait projeter sur une surface à l'avant, sur le côté, puis même au sol. Donc, avec jusqu'à 6 projecteurs s'il y a 6 côtés, mais mettons au moins 3 projecteurs, on pourrait dire, ben, on a l'avant, puis les 2 côtés, puis on a comme quand même un truc qui pourrait être immersif, là. Et sinon, Élise, si jamais tu cherches une référence, là, tu pourrais m'écrire en privé, je ne me souviens pas du nom, mais il y a un duo à Matane qui font du vidéo mapping qui sont super bons, là, qui font ce que tu parles. Là. Je ne me souviens pas de leur nom, mais tu peux m'écrire, puis je vais retrouver leur nom. Moi, je viens de vous partager, là, ça c'est à la SAT aussi, mais c'est dans leur département de recherche et développement. Ils ont comme un mini-dôme qui est un demi-dôme, en fait. Puis souvent, ils vont installer comme des chaises là, ou des coussins au sol. Ça, c'est peut-être quelque chose qui est un petit peu plus réaliste dans un contexte de galerie d'intégration. Là. On n'est pas dans un 360, mais peut-être dans un 180. Là. Je pense que pour pas trop déborder, je pense qu'on peut conclure maintenant. Et en fait, je pense que j'aurais eu envie de parler avec vous encore 1 heure. Je trouve que c'est super riche comme sujet. Puis je me rends compte que peut-être le format d'1 heure était peut-être un petit peu trop court. Mais je tiens vraiment à remercier nos panélistes qui ont été super généreux, qui ont été super impliqués dans le processus de préparation aussi. Moi, je suis vraiment contente de vous avoir reçus ici aujourd'hui. Merci aussi aux personnes qui sont venues assister, poser des questions. Vraiment, c'est pour vous qu'on organise les rendez-vous culturels numériques. D'ailleurs, on est en train de faire la programmation pour hiver-printemps. Si vous avez des sujets que vous voudriez qu'on explore, des experts que vous voulez qu'on invite, des artistes que vous aimez, que vous voulez qu'on invite jaser, écrivez-moi. Je vais vous laisser, dans le fond, mon courriel dans le chat. J'inviterai aussi nos panélistes à mettre peut-être le site web pour qu'on puisse les rejoindre, peut-être des liens vers vos travaux si les gens veulent aller plus loin. On peut tout s'envoyer ça dans le chat, puis peut-être même ceux qui sont intéressés, je pourrais vous faire suivre par courriel là, les liens qui ont été mentionnés. Alors, je vous dis... moi, merci Noémie d'avoir organisé ce panel et de nous avoir invités. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé l'expérience. J'aurais aussi continué à jaser pendant au moins 1 bonne heure. Là. C'est toujours... en fait, c'est très niché justement comme forme de production. Fait qu'on ne jase pas de ça avec d'autres gens qui en ont fait ou qui en font tous les jours. Fait que c'est vraiment enrichissant de découvrir d'autres types d'approches puis d'entendre parler des expériences des autres. Alors, c'était vraiment agréable. Merci beaucoup. Oui, pareillement. Moi, je suis très content, très chanceux que vous ayez pensé à l'Abitibi. Ça a été une belle rencontre. Oui. Ouais, merci aussi pour l'invitation. C'était une belle discussion. Content d'avoir eu cette discussion-là avec vous ce matin. Puis au plaisir. Yes. Merci beaucoup tout le monde. Bonne journée. Salut.